On va revenir donc sur tout ce qui s'est passé. On va essayer de faire un résumé. Je vais essayer d'être le plus sourcé et factuel possible. On est dans un temps d'actu fort. On est dans un moment où il y a une énorme circulation d'infos. Il y a des choses que j'ai pu vérifier, d'autres que j'ai pas pu vérifier. Donc, je ne me base que sur ce que j'ai pu vérifier. Ça ne veut pas dire que les autres informations sont fausses. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à foutre et que je les ignore volontairement. Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, il faut faire un tri. Le live peut pas durer 8 heures. Donc, je prends certaines infos, pas d'autres, et je me base sur ce qui me semble le plus solide et le plus intéressant. Jeudi 12 février, Quentin Deranque, un militant d'extrême droite de 23 ans, est pris en charge à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon après avoir été grièvement blessé. Le samedi 14 février, il est déclaré mort suite à une commotion cérébrale conséquente à de violents coups à la tête. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est comprendre exactement, avec les données et les éléments dont on dispose, ce qu'il s'est passé. On est informé dans un premier temps de la mort de Quentin Deranque par un communiqué du collectif d'extrême droite islamophobe Némésis qui déclare que Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient donc le jeudi 12 février près de l'IEP de Lyon. Alors que faisait le collectif d'extrême droite Némésis à Lyon? Elle manifestait contre une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan qui se tenait donc à l'IEP. Je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne qui est Némésis pour bien comprendre le déroulé de tout ce qui s'est passé ensuite. D'abord, la première chose à savoir, c'est que Némésis est un collectif qui se revendique féministe, mais qui ne l'est pas. C'est en réalité un collectif qu'on pourrait qualifier de fémo-nationaliste d'extrême droite, donc qui utilise le féminisme comme une excuse à la défense d'idéologies racistes, xénophobes, islamophobes, LGBT-phobes, etc., etc. On a pu les voir en manifestation, faire des amalgames entre l'immigration et la violence, tenir des propos extrêmement problématiques. C'est des personnes qui sont aussi proches des milieux transphobes. C'est l'extrême droite qui se dissimule sous l'apparat d'un féminisme qui n'en est évidemment jamais un. Le plus important avec Némésis, je pense, c'est pas tant leur doctrine que leur méthode. Les manifestations de Némésis, ça n'a rien de happening pacifiste et leur mode d'action consiste en réalité à infiltrer des hommes violents d'extrême droite issus de différents groupuscules dans des manifestations de gauche en les faisant passer pour leur service d'ordre. Némésis n'est pas un groupe de jeunes filles qui veulent manifester et qu'on empêche de manifester, qui s'enrouleraient comme ça pour se protéger d'un service d'ordre bienveillant qui viendrait juste leur permettre de s'exprimer. Némésis a pour fonction de permettre à des groupes d'hommes violents d'extrême droite d'agresser, d'être présents dans des manifestations dans lesquelles auxquelles ils ne devraient pas pouvoir participer. On pourrait résumer un peu ça comme ça. 1. Les militantes de Némésis, elles vont dans une manifestation et elles se font remarquer en hurlant, par exemple, des horreurs racistes, par exemple, violeurs étrangers. Ça, je ne dis pas ça au hasard, elles avaient dit violeurs étrangers en 2019 dans une manif contre les violences faites aux femmes. Donc, on est dans une manif qui est là pour parler des VSS, des violences extra-conjugales, de tout ce qui peut toucher les femmes et qui sont des sujets extrêmement importants. Et là, d'un coup, il y a un groupe qui arrive et qui se met à sortir des pancartes et à gueuler violeurs étrangers, évidemment, le plus possible à proximité des caméras. 2. Des personnes sur place leur demandent de partir, évidemment. Des gens leur disent non mais attendez, c'est pas notre cause. Nous, on est là pour les féminicides, on n'est pas là pour que vous disiez vos saloperies racistes qui n'ont en plus rien à voir avec la réalité, qui sont totalement invalidées par les statistiques, les faits, etc., etc. Et c'est là que Némésis arrive finalement à sa véritable action qui est systématique. C'est le moment où leur service d'ordre, composé de néo-nazis, tabasse les manifestants qui viennent essayer de demander à Némésis de s'en aller au prétexte alors de la légitime défense. Soi-disant, ils sont là pour protéger Némésis. En réalité, ils attaquent une manifestation. Vous voyez la méthode? En gros, c'est légitimer l'attaque en faisant soi-disant un système de défense, alors qu'en réalité, depuis le début, le but de l'intervention, c'est la violence. Et ça va être très très important. Gardez bien ça en tête parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la suite de notre histoire. Je dis pas que Némésis marche avec des néo-nazis à la légère. En 2025, Street Press a par exemple identifié Louis Nabussé dans leur service d'ordre. Louis Nabussé, c'est un membre de la division Martel, un groupuscule néo-nazi parisien, condamné en mai 2024, je cite, à 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de port d'armes pour violence volontaire en raison de la race et attroupement armé en vue de la commission de violences aggravées par le motif racial. En effet, Louis Nabussé, donc je le redis, qui fait partie du service d'ordre de Némésis et qui a été identifié sur au moins une manif aux côtés de Némésis pour soi-disant les protéger, avec une quinzaine d'autres militants néo-nazis, Louis Nabussé, il avait agressé des mineurs âgés de 13 à 16 ans devant un lycée en criant, je cite encore,
sale bougnoule. Il était cagoulé et d'autres membres de l'agression étaient armés de gazeuses et de béquilles pour frapper, donc je le redis encore, des mineurs de 13 à 16 ans au prétexte tout simplement du racisme, hein. Il n'y a rien d'autre à en dire, hein. Donc autant vous dire que dans les rangs des gens qui protègent Némésis, on a quand même des gens charmants. Là, c'est un exemple parmi d'autres, hein. On sait aussi par exemple que les membres du collectif ont été vus s'entraînant avec le militant néo-nazi Maxime Bellamy, qui avait attaqué à Rennes une manifestation LGBT avec une trentaine d'autres militants d'extrême droite. Il avait aussi participé en 2021, selon Street Press, à l'attaque de militants de gauche à coups de bâton et de béquilles. Et Maxime Bellamy, donc qui est proche de Némésis, il se vante d'ailleurs régulièrement, je cite, d'envoyer des gauchistes au tapis. On peut dire sans se tromper que les hommes qui gravitent autour de Némésis, ce sont toujours des gens qui sont issus de groupuscules ultra-violents, parfois ouvertement néo-nazis. On a aussi pu les voir très proches à l'époque des Zouaves Paris avant leur dissolution. Les Zouaves Paris, c'était des gens qui étaient régulièrement cités dans des affaires d'agression raciste ou d'agression de personnes de gauche au hasard dans la rue. Donc des groupes qui globalement tabassent régulièrement des gens en raison de leur couleur de peau et qui attaquent des manifestations armées, par exemple avec des barres de fer ou des manches de pioche. Ça, c'est ce qu'avaient fait les Zouaves Paris en 2020 lors d'une attaque sur un bar qui s'appelle le Saint-Sauveur. Ils étaient donc arrivés armés de manches de pioche pour tabasser les gens présents à l'intérieur du bar. Et c'est ces gens-là qui servent donc de service d'ordre, il faut vraiment mettre des guillemets au terme service d'ordre, à Némésis. Némésis sert uniquement à justifier médiatiquement la violence de ces groupuscules. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut le formuler comme ça, il faut le dire clairement. Il faut arrêter de rentrer dans le narratif de Némésis qui est nous venons pour revendiquer je ne sais quoi. En fait, la réalité, Némésis est une façade médiatique pour cacher des attaques faites par des groupuscules dans lesquels on trouve de nombreux néo-nazis. L'idée, c'est que normalement, en fait, si les néo-nazis attaquaient une manif, bon, bah, les médias, ils diraient sûrement un groupe de néo-nazis attaque une manif féministe, par exemple, pour citer la manif de 2019 où Némésis était intervenu. Mais en fait, en ayant Némésis pour se cacher derrière, eh ben, ça va détourner l'attention et du coup on va plutôt dire ah, les militantes de Némésis ont été pris au cœur de violence dans tel ou tel cortège, et du coup on arrête de parler de la violence de l'extrême droite et du fait qu'elle a rien à faire là et que l'extrême droite est venue en fait attaquer une manifestation, et on donne l'impression dans la discussion que la violence elle est maintenant partagée entre deux camps. Mais dans leurs interventions, je le rappelle, c'est Némésis l'agresseur à chaque fois, puisque c'est elle qui arrive entourée de néo-nazis violents dans le but de créer de la violence. Évidemment, elles vont dire que c'est pas le cas, mais à mon sens, en réalité, leur présence politique, elle a toujours pour seul et unique but, moi je le vois comme ça, hein, de permettre en fait à ces groupes de mecs d'être là. Alors bien sûr, il y a aussi des petits happenings pour occuper l'espace médiatique en faisant passer des mots d'ordre racistes comme avec leur étranger égal violeur, mais quand même il faut pas se mentir sur le fait qu'il y a toujours une omniprésence de groupes d'hommes issus de sphères masculinistes néo-nazis ultra-violentes autour de Némésis, et que c'est une constante lorsqu'elles arrivent dans des manifestations. Maintenant qu'on a tout ça en tête, on va pouvoir revenir à l'histoire de Quentin. Quentin, il faisait partie du fameux service d'ordre de Némésis qui manifestait donc à ce moment-là contre une conférence tenue par l'eurodéputé Rima Hassan à l'IEP de Lyon. Comme à chaque fois, quand Némésis agit, je le redis, c'est systématique, il y a eu des violences. Sauf que cette fois, dans ces violences, quelqu'un effectivement est mort. Alors, que s'est-il passé ? Dans un premier temps, la seule version qu'on a, c'est la version de Némésis. Selon Némésis, leurs militantes, elles auraient été, je cite, agressées, prises à partie par une milice armée. Je cite toujours, hein, milice armée, c'est leur mot, qui aurait été composée, selon les militantes de Némésis, de militants Antifa. Les hommes du service d'ordre de Némésis auraient alors été, je cite encore, poursuivis par un groupe d'une trentaine d'Antifa. Gardez bien ça en tête, poursuivis par un groupe d'une trentaine d'Antifa. C'est là que le jeune Quentin serait mort, je cite, Quentin aurait été attaqué avec une extrême violence, balayé au sol, son crâne a tapé, puis il a été lynché à coups de pied. Ça, c'est le récit de Némésis. Donc ça va être très très important, gardez bien les éléments en tête. Némésis raconte une version où elle et leur service d'ordre seraient entièrement victimes. Il n'y a eu aucune violence de leur part, elles manifestaient pacifiquement, on leur aurait tendu un piège, un groupe d'hommes en surnombre serait arrivé et aurait agressé tout le monde jusqu'à tuer Quentin. Il aurait d'ailleurs été, je cite, lynché, un terme qui n'est pas choisi au hasard et qui nous dit donc qu'on a affaire à une personne innocente qui serait attaquée sans aucune raison, de manière ultra violente par un grand nombre d'individus. Et cette version,
Malheureusement, elle va énormément s'imposer médiatiquement dans un premier temps. Déjà parce qu'elle est reprise par l'avocat de la famille de Quentin. L'avocat, il va déclarer dans un communiqué que selon lui, le jeune homme aurait été victime, je cite, d'un guet-apens méthodiquement préparé, tendu par des individus organisés et entraînés en très large surnombre et armés, pour certains le visage masqué, ayant effectué des repérages préalables et disposant a priori de complicité. Donc on retrouve la même idée que celle défendue par Némésis, un jeune homme attaqué en surnombre, pris dans, je cite, un guet-apens et lynché par des antifas en surnombre. Dans une autre interview, l'avocat parlera, je cite, d'un lynchage avec des coups mortels, et dans un premier temps, on va retrouver ce récit absolument partout, dans tous les médias, il va être repris par énormément de politiques, jusqu'au président de la République, et l'histoire devient, comme le titrera TF1, l'agression du jeune Quentin, un gamin de 23 ans, lâchement lynché à mort par l'extrême gauche, un narratif que vont reprendre vraiment, je le redis, tous les médias, jusqu'à certains médias de gauche comme Libération qui fera sa une lundi en reprenant le terme lynchage. Ce narratif de Némésis, il va s'imposer d'autant plus que plus on va en apprendre sur Quentin, plus sa mort, elle va sembler injuste et terrible. En fait, plus on nous parle de Quentin, plus on nous parle de ce jeune homme, plus, franchement, ça devient triste, quoi. Dans un premier temps, on nous présente vraiment un jeune homme incroyablement innocent, gentil, un étudiant en mathématiques, une victime prise dans une violence avec laquelle elle n'a rien à voir. L'avocat de la famille de Quentin affirme, je cite, que le jeune homme a toujours défendu ses convictions de manière non violente, prônant un militantisme pacifiste. RMC et TF1, ils ont interviewé par exemple le colocataire de Quentin, un certain Rémi. On reviendra sur lui un peu plus tard, gardez son nom en tête. Donc Rémi, le colocataire de Quentin, et lui aussi, il parle d'un accident, mais alors incompréhensible, quoi. Un choc. Il décrit Quentin comme posé, très calme et très sérieux. Il ajoute que Quentin, c'est forcément, je cite, retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, il a été lynché à mort. La palme du mélo, elle revient au Figaro, qui nous a sorti un portrait de Quentin intitulé, je cite, Quentin Desranques, lynché pour ses idées. Dedans, on apprend que Quentin se levait à 7 h et que sa chambre était toujours, je cite, impeccablement rangée. Le Figaro précise qu'il était, je cite, non violent, humble et discret, citant encore une fois ses colocataires. Plus loin, on nous décrit Quentin comme un catholique cultivé, habité par sa foi, je cite encore, un pilier de sa paroisse. Quand on entend ce que dit le journaliste du Figaro, mais vraiment on se dit mais quelle tristesse quoi qu'une personne si innocente se soit fait lyncher comme le dit Némésis, et beaucoup de médias, notamment CNews, vont jouer du mélo en expliquant à quel point, selon eux, cette mort est la preuve de la haine incommensurable de l'extrême gauche, prête à assassiner de gentils étudiants sans aucune raison, simplement parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Sauf que, comme tout ce qui se passe sur CNews, c'est de la merde. Voilà, on va le dire clairement. En fait, on est loin d'avoir une histoire aussi simple. Et finalement, ces histoires de lits bien rangés et de gentils étudiants, il y a peut-être d'autres choses à dire. Pour la suite, donc, on va se baser sur l'article du Figaro parce que je trouve que c'est une source de droite et comme ça, on m'accusera pas d'avoir choisi des médias qui vont dans mon sens et donc on contextualisera les infos données par le journaliste du Figaro et vous allez voir, c'est super intéressant. Donc, sur la fin, l'article du Figaro, il va quand même un peu déraper. Le portrait de Quentin, il va prendre une tournure un peu plus bresson, un peu plus chelou que ce que ça semblait au début. Ça commence quand une amie de Quentin explique au journaliste du Figaro que concernant le catholicisme, en réalité, Quentin, c'était pas juste un mec qui allait un peu à la messe tranquillou et qu'on était quand même assez loin d'une foi intime et personnelle. Je cite l'ami de Quentin qui dit Quentin est devenu catholique pour des raisons identitaires. Le patriotisme et l'amour de Dieu sont liés chez lui. Selon le Figaro, cette foi-là, elle s'exprimait dans un groupe très particulier, puisque Quentin était en fait proche d'un groupe qui s'appelle l'Academia Christinia. Le Figaro ne développe pas trop qui est l'Academia Christinia et oublie par accident, évidemment, de préciser que c'est une organisation qui soutient Éric Zemmour, qui invite régulièrement Marion Maréchal Le Pen et qui prépare, je cite, des représentants de l'Academia Christiania, une croisade, raison pour laquelle leurs militants sont entraînés au tir et au sport de combat lors de leur université d'été. Le Figaro oublie aussi de dire que les projets politiques de l'Academia Christiania sont tout simplement terrifiants. Je cite un article de Libération. En 2019, l'un
des cofondateurs de l'Academia Christiana, Julien Langelat, écrivait dans le journal catholique d'extrême droite Présent: c'est un vaste mouvement de remigration qu'il faut engager si l'on veut éviter la partition définitive de la France en une myriade de petits Kosovo. Pour engager cette déportation de masse des immigrés et de leurs descendants, il nous faut une révolution qui amènera à la tête de l'État un pouvoir politique indépendant des élections. On voit que Quentin, là, en fait, il était proche dans sa foi, ou je ne sais pas, en tout cas, il était proche. Quentin, il était proche politiquement, en fait, d'un mouvement catholique intégriste qui veut mettre en place par la violence une dictature raciste en France. Il n'y a pas d'autre manière de résumer ce que je viens de vous lire. Et malheureusement, ça s'arrête pas là, puisque le Figaro, toujours, nous explique que Quentin, il avait été entraîné, alors je cite l'article du Figaro, par des amis de l'Action française à quelques soirées de collage d'affiches sans qu'il ait été pour autant un militant actif de la section. Alors là, je ne sais pas si c'est possible de plus euphémiser un truc pareil, hein. Pour rappel, l'Action française, c'est des gens absolument horribles. C'est pas du tout des gens avec qui on est censé être amis et aller faire des petites soirées collage d'affiches entre potes. Selon l'historien Laurent Joly, le but initial de l'Action française est, je cite, de lutter contre les juifs désignés comme l'ennemi intérieur en installant un antisémitisme d'État. D'ailleurs, sous l'occupation, les 3 commissaires aux questions juives du régime de Vichy étaient tous issus de l'Action française. Et à la même époque, l'Action française a participé de nombreuses fois à des violences antisémites à Paris. Après la guerre, c'est l'un des commissaires aux questions juives du régime de Vichy, donc un des membres de l'Action française qui a été commissaire aux questions juives, qui refondera le mouvement. Il s'appelle Xavier Vallat, et c'est donc lui qui va relancer l'Action française telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je rappelle que Xavier Vallat, il était tout simplement surnommé le premier antisémite de France. Donc, notre cher Quentin, si calme et si poli, quand il n'était pas avec les catholiques intégristes de l'Académie Christiana, il était avec des membres d'un groupuscule collaborationniste et antisémite. Et apparemment, il était pas mal impliqué. En réalité, selon des informations de France Info, Quentin Desranques, je cite, aurait milité dans les rangs de l'Action française. D'ailleurs, la branche lyonnaise de l'Action française a affirmé par le biais d'un de ses porte-paroles que Quentin était un camarade qui participait à de nombreux entraînements sportifs à leur côté. Et c'est pas fini. Toujours en euphémisant à mort, le journaliste du Figaro nous apprend que Quentin était aussi ami avec des membres du Bastion social. Alors le journaliste du Figaro, il trouve ça totalement ok parce que pour lui, le Bastion social, c'est, je cite, un groupuscule nationaliste tourné vers l'aide humanitaire. C'est littéralement ça qui est écrit dans l'article, il n'y a rien d'autre. Le Bastion social, c'est un groupuscule nationaliste tourné vers l'aide humanitaire selon le Figaro. À ce stade, franchement, c'est presque une blague, je pense, parce que si vous cherchez Bastion social sur Internet, il y a à peu près, mais vraiment, je le parie, 0 chance que ce que vous trouviez comme info les décrive comme groupuscule nationaliste tourné vers l'aide humanitaire. Je suis à peu près sûr à 100% que le mot aide humanitaire n'apparaîtra jamais nulle part. Perso, quand je cherche Bastion social, j'ai fait l'expérience pour vous, hein, j'ai trouvé, je vous cite ce que j'ai trouvé, Bastion social, une association néofasciste créée à l'été 2017 par d'anciens membres du GUD. J'ai aussi trouvé donc association néofasciste dont un responsable a été condamné pour l'agression raciste d'un jeune homme d'origine algérienne, dont 2 membres fondateurs ont été condamnés à 6 mois de prison pour l'agression d'un homme noir et d'un gendarme qui essayait de le protéger, dont un membre a pris de la prison ferme pour avoir agressé un couple de maghrébins et dont un membre a été condamné à de la prison ferme pour 2 agressions à caractère raciste. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai tapé Bastion social sur internet, et j'ai aussi trouvé d'ailleurs un article du Nouvel Obs qui rappelle que le groupe a été dissous en 2018 pour, je cite, appel à la haine, aux discriminations et aux actions violentes. Donc, Quentin, après les catholiques intégristes et les antisémites de l'Action française, il était donc lié aux néofascistes racistes et ultra-violents du Bastion social. Et c'était pas juste une espèce de petite amitié circonstancielle comme semble dire le Figaro. En réalité, Mediapart nous apprend qu'il était militant actif du groupe lyonnais Audace Lyon, qui est en fait la forme actuelle du Bastion social à Lyon depuis sa dissolution. Et vraiment, j'ai du mal à comprendre comment on peut prétendre qu'un type est non violent quand il est lié à autant de groupes basiquement fascistes et ultra-violents. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Le CV du gars est fou. Il y a vraiment tous les groupuscules les pires que vous pouvez imaginer. Le Figaro nous dit aussi, toujours alors en euphémisant, hein, mais que Quentin, il aurait fondé un groupe avec des amis à lui qui s'appelle les Allobroges Bourgoins.
Le Figaro parle, je cite, d'une antenne nationaliste et je cite toujours que Quentin se rendait parfois à des rendez-vous pour structurer le groupe, donc pour structurer les allobroges bourgoins. Et c'est pour ça qu'il avait participé avec eux en 2025 pour structurer le groupe, hein, pour l'amitié, pour se souder les uns les autres, à la manifestation organisée par le comité du 9 mai. Donc je le rappelle, la manifestation du comité du 9 mai à laquelle Quentin est allé participer, c'est une manifestation de néo-nazis cagoulés qui a lieu chaque année à Paris. C'est la fameuse manifestation, vous en avez forcément déjà vu des images, vous avez ce groupe d'hommes terrifiants, cagoulés, avec des croix nimbées, vous savez ces énormes drapeaux avec une croix blanche. C'est pas un truc où tu peux venir par hasard, c'est pas une petite manif, c'est extrêmement secret, c'est extrêmement fermé, c'est un milieu qui ne se reconnaît qu'entre lui. Il y a absolument personne d'autre que des néo-nazis qui participent à la manif du comité du 9 mai. Et quand je dis des nazis, c'est pas au pif, hein. En 2025, donc l'année où Quentin a participé, Libération avait révélé que les militants présents à la manif du comité du 9 mai avaient effectué de nombreux saluts nazis lors de la manifestation. On imagine assez mal comment Quentin aurait pu arriver là par hasard. D'ailleurs, Street Press note que dans les images du défilé du 9 mai, les allobroges bourgoins, le groupe de Quentin, se trouve juste à côté de ses amis néofascistes d'Audace Lyon. Donc si vous avez bien suivi, Audace Lyon, c'est les anciens du Bastion social, donc auxquels Quentin est aussi lié et avec lesquels Quentin militait, et que les groupes du mouvement néofasciste Audace Lyon, ils défilent avec des cache-coups Bordeaux. Selon Street Press, ces cache-coups, ils n'ont rien d'anodin. Ce sont des cache-coups qui ont été volés à des militants de gauche issus de la Jeune Garde, un mouvement antifasciste. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que quelques jours avant, les membres d'Audace Lyon avaient tabassé des militants antifascistes et ils leur avaient volé leurs cache-coups et donc ils les avaient mis ce jour-là pour revendiquer leur violence et montrer qu'ils les avaient tabassés. Donc ça la fout un petit peu mal pour l'image du garçon non violent qui voulait juste vivre sa vie tranquillement de manière pacifique que nous faisait passer le Figaro. Et ça la fout encore plus mal quand on apprend par Mediapart que Quentin, il avait participé aussi à des week-ends de cohésion organisés par une branche lyonnaise des Active Club. Alors, c'est quoi les Active Club? C'est un mouvement suprémaciste blanc et nazi né aux USA en 2020. Le créateur du concept s'appelle Robert Rundo, c'est un leader néo-nazi actuellement emprisonné pour avoir instigé une émeute qui a abouti au meurtre d'une jeune femme. Le but des Active Club, c'est de créer des clubs de MMA néo-nazis pour faire ce que Robert Rundo appelle la résistance. Comprenez des actes de violence envers des personnes juives, musulmanes et non blanches que les Active Club accusent de mener, je cite, c'est la version des Active Club, un génocide blanc. Parmi les leaders du mouvement français des Active Club, on trouve notamment un type passé par la prison pour des agressions au couteau et le tabassage raciste d'un SDF à coups de chaîne, et aussi certains des militants d'extrême droite qui avaient fait une ratonnade à Romans-sur-Isère à côté de Lyon en attaquant des personnes racisées au hasard dans la rue. Donc les Active Club, c'est des nazis qui tabassent des gens sur la base du racisme et de la xénophobie. Et donc c'est apparemment aussi des amis de Quentin avec lesquels il allait donc faire des week-ends de cohésion quand il n'était pas à la manif du 9 mai avec tous les néo-nazis de France. On va dire les choses clairement. Selon toutes les informations disponibles, confirmées par des médias de droite et de gauche, Quentin, c'est un militant au minimum identitaire qui qui était très clairement impliqué dans des sphères néo-nazis et dans des groupuscules racistes, antisémites, LGBT-phobes et violents. Et toute l'histoire autour du gentil garçon calme est en fait une fiction politique. Quentin était lié et impliqué dans des groupuscules ultra-violents, issus d'organisations parfois dissoutes par le gouvernement, dont les membres sont régulièrement condamnés pour des agressions racistes. Qui peut croire qu'une personne puisse être proche de l'Academia Christiana et des Active Club, militant à l'Action française et au Nouveau Bastion social, fondateur d'un groupe raciste et xénophobe qui participe au défilé du comité du 9 mai avec tous les néo-nazis de France, et que tout ça serait une coïncidence. L'idéologie de Quentin, c'était la promotion de la haine, c'est tout, et tous ceux qui disent le contraire défendent une fiction politique qui réfute totalement les faits. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de Rémi. Rémi, son gentil colocataire, bouleversé, interviewé par TF1 et qui nous expliquait à quel point Quentin était gentil, à quel point ce qui lui était arrivé était une surprise, un choc, c'était incompréhensible
répréhensible. Eh bien, selon Mediapart, c'est en fait Rémi Chemin, lui aussi membre du Bastion Social, est condamné pour violence en réunion à cause de sa participation avec une vingtaine de militants d'extrême droite à l'agression de 4 personnes lors d'un concert. Les 4 personnes, elles avaient été ciblées car elles étaient de gauche. Je cite des témoins présents lors de l'agression interrogés par Rue 89. J'ai vu 2 personnes de la GAL, un groupe antifa de Lyon, se faire charger par une vingtaine de personnes. Dans le groupe d'assaillants, il y avait des barres de métal et des matraques télescopiques. On ne distinguait pas grand-chose, on voyait une mêlée et des coups de barre qui tombaient. La raison de l'attaque par le Bastion Social ce jour-là, sur l'affiche du concert en question, un logo No racisme, no sexisme, no fascisme qui leur avait déplu. Je rappelle que Quentin était non seulement ami et colocataire avec Rémi, condamné donc pour cette attaque, mais qu'il était aussi militant actif du groupuscule issu du Bastion Social, donc ce fameux groupe qui allait attaquer ces gens ce jour-là. Si on est factuel, tout l'univers politique de Quentin était fondé sur la violence et la haine et sur des registres d'action violentes, qui impliquent notamment de tabasser des opposants politiques dans la rue. D'ailleurs, même le Figaro, à un moment donné, ils savent plus trop quoi faire dans le portrait pour cacher les faits. Je cite la fin de l'article du Figaro, c'est un peu drôle. Entre les temps d'amitié et les entraînements sportifs, les allobroges, donc le mouvement fondé par Quentin, propagent leur rejet viscéral de l'immigration par des activités de collage d'affiches et de distribution de tracts. La violence est en toile de fond, celle des gauchos d'abord, dont la version nourrit en miroir chez les nationalistes la nécessité de s'en protéger en s'exerçant physiquement. C'est marrant parce que c'est un exercice de journalisme, ce qu'on est en train de lire. En fait, le Figaro confirme exactement tout ce qu'a dit Mediapart, tout ce qu'a pu dire Street Press, tout ce qu'ont pu dire les médias dits de gauche sur Quentin. Il reconnaît bien que Quentin est le fondateur d'un mouvement raciste et xénophobe. Je cite, selon le Figaro, le mouvement est fondé sur un rejet viscéral de l'immigration, mais le journaliste du Figaro, qui veut absolument s'en prendre à la gauche et faire un portrait positif de Quentin, il essaie d'euphémiser et il dit « Mais attention, ça ne s'exprime que par, citation, des activités de collage d'affiches et de distribution de tracts. Donc finalement, c'est pas si grave. » Sauf que, le collage d'idées xénophobes, c'est toujours illégal, immoral et raciste, et que 2, en fait, on sait que c'est faux, et que par exemple, de nombreux membres du Bastion Social ont été condamnés pour des agressions racistes, que de nombreuses personnes qui participent au comité du 9 mai sont dans des mouvements néo-nazis ultra-violents, et que tous ces gens-là faisaient partie de groupes autour desquels gravitait Quentin. Donc les mouvements auxquels appartenait Quentin, ils faisaient pas que coller des affiches, ils tabassaient aussi des gens. Et le Figaro, il essaie d'euphémiser la violence. Il dit non mais attention, la violence est en toile de fond. Donc il reconnaît quand même que le gentil pacifiste étudiant en mathématiques, finalement, il était pris dans la violence. Et il reconnaît d'ailleurs le Figaro qu'il faut s'y entraîner. Il le dit, les membres des allobroges s'entraînent physiquement à la violence. L'article nous apprend même que Quentin pratique la boxe. Mais le Figaro dit aussi attention, c'est une violence en miroir des gauchos dont il faut se protéger. Sauf que, je le rappelle, tous les mouvements cités auxquels a appartenu de près ou de très très près Quentin, l'Action française, le Bastion Social, les Actifs Clubs, les Allobroges Bourgoins, l'Academia Christiana, etc. En fait, ce sont des mouvements qui ciblent avant tout des personnes en raison de leur couleur de peau, de leur région ou de leur sexualité. Ce ne sont en aucun cas des mouvements qui se défendent, c'est des mouvements qui attaquent, qui tabasse et qui tue au principe de la haine. Donc on a établi qu'une première partie du narratif médiatique autour de la mort de Quentin était totalement faux. Quentin, ce n'était pas un gentil garçon innocemment pris dans une violence politique avec laquelle il n'avait rien à voir. Quentin, c'était un militant très impliqué dans les milieux d'extrême droite néo-nazis les plus violents et les plus racistes de la scène lyonnaise. Reste une question importante, Quentin a-t-il vraiment été lynché dans un guet-apens comme on l'a entendu partout et comme nous l'ont dit les militantes de Némésis? Alors normalement, si vous savez additionner 2 plus 2, vous commencez à comprendre ce qui s'est passé. On a d'un côté donc Némésis, un mouvement dont la fonction est de permettre à des groupuscules d'extrême droite violents, souvent néo-nazis, d'attaquer des personnes de gauche, et de l'autre, un jeune homme radicalisé dans les pires groupuscules racistes, antisémites et violents de France. Un jeune homme venu prêter main forte à Némésis contre une conférence tenue par une eurodéputée de gauche. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, maintenant vous connaissez la méthode Némésis, quelques militantes qui créent des tensions pour justifier que leurs amis néo-nazis puissent se déchaîner à côté. Moi, comme beaucoup de journalistes spécialistes de l'extrême droite, dont certains avec qui j'ai un peu échangé cette semaine, quand on a commencé à avoir de vraies infos sur les événements autour de la mort de Quentin, on a un petit peu tout de suite soupçonné que l'histoire du lynchage et du guet-apens tendu par la gauche, c'était probablement faux. On s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas juste à faire, un petit peu comme d'habitude quand il y a des violences provoquées par Némésis, à une séquence de désinformation comme elles le font à chaque fois?
Mais très vite, il y a une vidéo qui sort. Cette vidéo, c'est des images qui sont diffusées par TF1 le samedi 14 février, où on voit une quinzaine d'hommes passer à tabac trois individus. Cette vidéo, elle semble confirmer la version de Némésis. En fait, l'une de ces trois personnes serait Quentin, et la quinzaine d'hommes, les fameux militants de gauche qui auraient attaqué Némésis et son service d'ordre. Donc Némésis aurait raison, leurs militantes auraient été attaquées, quelques hommes venus faire leur service d'ordre seraient intervenus, ils auraient été lynchés par un grand nombre d'opposants très agressifs et l'un d'eux serait mort. Cette info, elle va être prise partout. Voilà la preuve, la gauche a bien tué un jeune homme innocent. Sauf que très vite, d'autres témoignages vont arriver. Des riverains, notamment, qui disent avoir vu une altercation très violente entre deux groupes de jeunes hommes. Mais, bizarre, une altercation qui n'a pas eu lieu devant l'IEP, comme le dit Némésis, et à laquelle Némésis n'était d'ailleurs pas présente. Finalement, un journaliste du Progrès va prendre la parole le lundi 16 février, mais sous anonymat parce qu'il a peur pour sa sécurité, et sa version des faits, elle est très différente de celle de Némésis. Le journaliste du Progrès, lui, il dit qu'il a assisté à un affrontement, mais entre deux groupes de nombre égal, qui se seraient déroulés à plusieurs rues de l'IEP où se tenait la conférence de Rima Hassan, et donc pas du tout devant comme l'a prétendu Némésis. Je cite le journaliste, en arrivant à proximité, j'ai vu deux groupes qui se battaient, ils étaient tous cagoulés, on ne pouvait reconnaître personne. Le journaliste dit qu'à la fin, trois hommes de l'un des groupes auraient été abandonnés par leur groupe, ils auraient alors été frappés au sol et ce seraient les images diffusées par TF1. Non pas un guet-apens, mais la fin d'une bagarre collective. Le journaliste dit avoir aidé l'un d'entre eux, un jeune homme cagoulé qui avait du mal à respirer, probablement Quentin. Cette version, elle va se confirmer mardi 17 février puisque le Canard enchaîné va publier les images de la scène. Le Canard enchaîné, qui s'appuie sur la vidéo et de nombreux témoignages, explique qu'en réalité l'affrontement n'a rien, mais alors rien à voir avec le happening de Némésis. En réalité, deux groupes, chacun d'une quinzaine de personnes environ, se sont affrontés à de nombreuses rues de l'IEP. L'affrontement, il est initié par un groupe d'extrême droite qui arrive armé et cagoulé. Je cite un article du Huffington Post. Tout a commencé par des jets de fumigène de la part d'un groupe composé d'individus masqués et cagoulés envers un groupe de gauche. Ensuite, des militants d'extrême droite, tous habillés en noir et cagoulés, attaquent donc le groupe identifié comme le groupe de gauche, avec des gants coqués, des casques de moto, des béquilles, etc. etc. Les militants d'extrême droite utilisent aussi une gazeuse et un fumigène dont ils braquent la flamme sur les personnes en face. C'est à la fin de cette altercation que trois d'entre eux, dont Quentin, sont laissés par leur groupe et ensuite frappés au sol par le groupe d'en face. Et ça change tout. En fait, en réalité, Quentin et les militants d'extrême droite avec qui il était venu, ils n'étaient pas du tout là pour protéger quelqu'un. Ils étaient certainement pas là pour protéger Némésis ou je sais pas quoi. Comme l'explique Mediapart, je cite, le groupe d'identitaires n'a au final jamais rejoint l'IEP ni même croisé les militantes de Némésis. Le média indépendant Contre-Attaque, qui ont été parmi les premiers à diffuser des images de l'affrontement avec le Canard enchaîné, explique, je cite, le groupe de Quentin n'était pas le service d'ordre de Némésis, mais une bande armée rôdant non loin d'un meeting de gauche à la recherche de potentielles proies. Ce que confirme le Canard enchaîné, selon eux, sur les images, le groupe de Quentin apparaît, je cite, comme un groupe d'énervés d'extrême droite qui semble attendre les autres à la sortie du pont ferroviaire. Dans tout ça, comme d'habitude, en fait, Némésis n'a servi que d'excuse puis d'alibi à la présence de néo-nazis et de militants identitaires ultra-violents à proximité d'une conférence de gauche, ce qui est, on l'a dit au début, en réalité, leur mode d'action habituel. Il n'y a jamais eu de guet-apens et le terme lynchage semble plutôt inapproprié au final pour décrire ce qui s'est passé. En réalité, il y a une agression violente, planifiée et préméditée, commise par un groupuscule d'extrême droite, coordonnée avec un autre groupuscule d'extrême droite. Donc on a d'un côté Némésis et de l'autre son pseudo service d'ordre, le groupe de Quentin, venu cagoulé et armé pour tabasser des gens. C'est cette ultra-violence organisée de l'extrême droite qui a conduit à une violente bagarre de rue qui a dégénéré jusqu'à la mort de Quentin. Bien sûr, je le dis, les coups donnés au sol n'auraient pas dû avoir lieu. Bien sûr, il faudra que la lumière soit faite sur ces derniers instants de cette agression qui a été initiée par l'extrême droite, mais dont on doit reconnaître que voilà, la fin n'est pas du tout normale, hein. Il n'y a aucune question sur ça, hein. Mais je pense qu'il est très important qu'on ne fasse pas comme si tout ça, ce n'était pas la conséquence et la responsabilité de deux groupuscules fascistes au moins qui sont venus commettre des violences, des groupuscules fascistes et racistes dont on voit clairement qu'ils sont hors de contrôle. Alors, que tirer de tout ça ?
Le premier constat, pour moi, c'est un constat d'échec. Échec d'abord et avant tout des institutions et des forces de l'ordre qui n'ont pas tenu compte du passif violent du groupuscule Némésis et de son mode d'action qui consiste, donc on l'a assez dit, à infiltrer des hommes issus de mouvances allant jusqu'au nazisme pour qu'ils agressent des personnes de gauche. Selon Mediapart, je cite, les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours du projet de happening des fémo-nationalistes de Némésis devant l'IEP. Pour autant, aucune présence policière visible n'a été déployée aux alentours du bâtiment, ne serait-ce que de manière dissuasive. Au final, ce qui s'est passé jeudi, à savoir la mort d'un homme provoqué par une action de Némésis, eh bien, c'était malheureusement inévitable et très prévisible. Pour l'institution, c'est aussi un échec sur le long terme, puisqu'au vu de ses discours xénophobes, islamophobes et racistes, au vu des violences qu'elle traîne partout derrière elle, ça fait longtemps que Némésis aurait dû être dissous et que ce groupuscule aurait dû arrêter de pouvoir comme ça continuer à mener ces actions dont on sait qu'elles conduisent quand même très fréquemment à des violences. Mais il ne faut pas se mentir, cette affaire, c'est aussi un échec qui va impacter l'antifascisme sur le long terme. Alors attention, on ne peut pas en vouloir au groupe de personnes désignées comme les antifas de s'être défendus. On peut dire en se basant sur les images et les témoignages, en tout cas celles et ceux qui sont disponibles aujourd'hui, qu'elles semblent avoir été agressées par un groupe fasciste armé et violent. Au départ, leur action relevait donc de la légitime défense la plus absolue. On ne peut pas non plus en vouloir à des antifas d'avoir été présents ce jour-là, puisque l'agression par les militants d'extrême droite venus avec Némésis était préméditée et aurait fini contre des personnes prises au hasard si ce groupe n'avait pas été là. Je rappelle qu'en novembre 2023, une conférence d'un médecin ayant travaillé à Gaza avait été attaquée à Lyon de la même façon par l'extrême droite. Dans le groupe d'extrême droite qui attaquait, il y avait d'ailleurs des membres issus du Bastion Social, le mouvement auquel appartenait Quentin, et que 7 personnes, lors de cette agression, avaient été blessées par l'extrême droite, dont 3 gravement. L'un des interpellés d'extrême droite avait d'ailleurs été arrêté avec sur lui une batte de baseball et un poing américain. Et ça, c'est qu'une histoire parmi d'autres dans une ville où l'extrême droite est omniprésente et tue régulièrement. Je rappelle que le 6 janvier 2026, Ismaël Ali, un jeune homme de 20 ans, a été retrouvé assassiné dans un étang près de Lyon. Un meurtre attribué par les enquêteurs à un motif raciste. Donc, quand on a ça en tête, on peut comprendre que des gens s'organisent pour se protéger de la violence inouïe de l'extrême droite dans une ville où c'est devenu malheureusement ordinaire. Mais, il faut le dire aussi, les coups donnés au sol après la fuite des militants racistes sur les néo-nazis restés sur place, ça aurait pas dû arriver, hein, on est tout à fait d'accord. C'est plus du tout de l'autodéfense, c'est juste de la violence brute et c'est comme ça que quelqu'un finit par mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça va être un prétexte pour traquer les antifas pendant des années et ce sera utilisé contre toute la gauche pour dédouaner les fachos de leur violence en mode «Ah mais attention, il y a de la violence des deux côtés». Cela dit, je le répète, ce serait jamais arrivé si les forces de sécurité faisaient leur travail et s'occupaient des groupuscules d'extrême droite au lieu de laisser à des citoyens la responsabilité du maintien de l'ordre pour des événements qui ont tout à fait le droit de se tenir dans une ville en France aussi basique, enfin je veux dire aussi basique que la conférence d'une eurodéputée dans un institut d'études politiques à Lyon, quoi. Enfin, je dirais que l'échec le plus important dans cette histoire, c'est un échec sociétal. Celui d'un pays où les idées racistes et violentes de l'extrême droite sont devenues si ordinaires que des gamins de 20 ans basculent dans des radicalisations ignobles qui les conduisent à la mort. Je suis infiniment triste de voir que des groupuscules d'extrême droite ont réussi à radicaliser un jeune homme au point qu'il en vienne à considérer normal de participer à des actions violentes où on vient cagouler pour frapper des gens avec des barres de fer au nom du racisme et de la haine. C'est pas le monde, personnellement, dans lequel j'ai envie de vivre. Et pour moi, la seule manière d'éviter qu'un jour il y ait un autre Quentin, c'est de lutter corps et âme contre l'extrême droite, sa violence et ses idées. En fait, ce qui aurait sauvé Quentin, ce n'est pas la disparition de l'antifascisme, ce qui aurait sauvé Quentin, c'est qu'il n'ait jamais été proche de mouvances néo-nazis et fascistes et qu'au lieu d'accompagner Némésis pour faire le coup de poing cagoulé contre la conférence d'une eurodéputée, eh bien, il ait choisi de rester chez lui à réviser ses mathématiques, comme le garçon calme que tous les médias nous ont décrit et qu'il n'était malheureusement plus depuis longtemps.